La vérité, qui n'est jamais dite par les décoloniaux, c'est qu'une partie de l'Afrique a vendu l'autre Afrique. Et comme les Européens attendaient sur le littoral que leur soient livrés les esclaves, ils dépendaient in fine des Noirs qui vendaient leurs frères noirs de ne pas vendre ces derniers. Donc cette responsabilité est une responsabilité qui doit être partagée. Ce livre, qui a pour titre « Esclavage, l'histoire à l'endroit », est une nécessité. Était et est une nécessité. Pourquoi ? Parce que la traite a été abolie il y a plus de 2 siècles, et cette traite qui a été abolie il y a plus de 2 siècles appartient donc au domaine de l'histoire. Or, depuis quelques années, certains groupes, notamment ceux que l'on appelle et qui se sont baptisés les décoloniaux, utilisent cette réalité historique à des fins politiques contemporaines, au nom d'a priori historico-moraux qu'ils ont eux-mêmes définis, et ceci débouche sur un anachronisme absolument total, car ces décoloniaux prétendent juger l'histoire d'hier au nom de leur dogme philosophique d'aujourd'hui. Et cette méthode, cette idéologie, débouche sur un véritable terrorisme intellectuel qui est en passe de changer l'approche scientifique que l'on avait de la traite. Or, depuis une vingtaine d'années, des progrès considérables avaient été faits dans cette historiographie. Ce qui fait que toutes les grandes questions que nous connaissions avaient été réglées une fois pour toutes. La première question qui était celle du volume de la traite. Aujourd'hui, tous les historiens sont d'accord sur la réalité d'un chiffre autour de 11 et 12 millions d'esclaves arrachés à l'Afrique par la traite occidentale, la traite européenne. La deuxième réalité qui est apparue avec les recherches scientifiques et qui fait consensus chez les historiens est le rôle des Africains. L'esclavage n'est pas une invention diabolique de l'Europe, comme le disait le grand Braudel. Il est bien évident que la réalité, c'est qu'une partie de l'Afrique a vendu l'autre partie. Et le commerce des esclaves aurait été absolument impossible si les Européens n'avaient pas eu des partenaires qui étaient les courtiers et qui leur fournissaient les esclaves. Ce que nous savons maintenant avec certitude, c'est que les Européens n'ont à aucun moment participé à la chasse à l'esclave. Les Européens étaient sur le littoral, les négriers européens étaient sur le littoral, et ils achetaient à leurs pourvoyeurs africains ces hommes, ces femmes et ces enfants qui étaient capturés. Donc ce livre était une nécessité, car ce livre remet véritablement en place, dans la perspective historique, la réalité de ces 3 traites. Alors, ces 3 traites, je me résume. La traite interne africaine, qui est impossible à quantifier, mais quasiment toutes les sociétés africaines, ou une grande majorité des sociétés africaines, connaissaient l'esclavage interne. Les traites arabo-musulmanes, qui vont s'abattre à la fois sur l'Afrique du Nord, le monde méditerranéen, le monde européen, l'Afrique orientale, le monde sahélien, la traite occidentale, atlantique, la traite européenne, qui, elle, va opérer une ponction aux dépens de l'Afrique afin de donner une main-d'œuvre aux plantations américaines. Deuxième grand élément de la recherche scientifique, la traite musulmane. La traite musulmane, qui est un élément essentiel dans la connaissance de l'histoire, cette traite arabo-musulmane est totalement mise de côté par ce courant décolonial. Or, cette traite arabo-musulmane a débuté bien avant la traite européenne et elle va durer bien après la traite européenne. En effet, cette traite arabo-musulmane débute dès le début de l'expansion musulmane au 7e siècle et elle va durer quasiment jusqu'à la fin du 19e. Et elle va durer jusqu'à la fin du 19e et elle ne va être interrompue que par la colonisation. Alors disons-le clairement, pour les populations du Sahel et de l'Afrique orientale qui étaient réduites en esclavage, la colonisation fut libératrice.
la colonisation libéra des peuples, des dizaines de peuples, de ces fléaux esclavagistes qui s'abattaient sur eux, tant dans toute la zone sahélienne que dans la zone de l'Afrique orientale. Cette traite arabo-musulmane, qui est également très importante dans tout le bassin méditerranéen, a eu pour résultat la mise en esclavage de millions d'Européens. Et ceci est toujours caché par ce courant décolonial. Ensuite, cette traite arabo-musulmane s'est exercée aux dépens des Européens, car disons qu'à partir du 8e, 9e siècle, jusqu'au moment où les marines européennes vont véritablement devenir dominantes en Méditerranée, la Méditerranée va être une mer de tous les dangers. Une mer de tous les dangers qui va devenir véritablement exponentiel, ce danger maritime, à partir du moment de l'expansionnisme turc. Et on peut dire que l'on ne connaît pas exactement le nombre d'Européens qui furent enlevés avant le XVIe, XVIIe siècle en mer et sur le littoral. Jacques Herse chiffre ce volume à 1 à 2 millions. C'est un chiffre qui doit être à peu près dans la réalité, mais il n'y a pas de données véritablement scientifiques permettant d'aller au-delà. En revanche, à partir du moment où les Turcs prennent le contrôle de la Méditerranée orientale, à partir du moment où ils prennent le contrôle de l'ancien empire byzantin, à partir du moment où ils sont présents dans tout le sud de la Méditerranée, à partir de ce moment-là, nous avons des chiffres précis, des études qui ont été faites, qui sont très précises. Nous savons exactement, par exemple, le nombre de navires qui sont de Marseille, qui sont enlevés en mer par ces corsaires, par ces barbaresques. Nous avons la liste des raids qui ont été menés sur tout le littoral espagnol, sur tout le littoral italien, sur tout le littoral du sud de la France, sur tout le littoral, même au-delà, dans l'Atlantique, puisque certains raids vont aller jusqu'en Islande, à la recherche de femmes blondes et rousses qui étaient particulièrement recherchées dans les harems. Et nous sommes particulièrement bien renseignés parce que nous disposons des archives des ordres missionnaires qui étaient chargés de tenter de racheter un certain nombre d'esclaves qui avaient été enlevés à Tripoli, à Tunis, à Alger et au Maroc. Ces ordres missionnaires, qui sont les trinitaires, l'ordre de la Sainte Trinité, et les mercédaires, l'ordre des frères de la Merci, ces frères, ces missionnaires, quêtaient dans toute l'Europe pour disposer de fonds permettant de racheter ceux qui avaient été enlevés en mer ou sur le littoral. Et à l'occasion de leur campagne de rachat, nous avons les listes de ceux qu'ils ont pu racheter. Et nous constatons que les rachats ne portent que sur 1 sur 100 ou 1 sur 1000, parce qu'ils ne disposent pas des fonds suffisants pour racheter les dizaines de milliers, les centaines de milliers de captifs qui sont détenus aussi bien dans l'actuelle Libye jusqu'à l'actuel Maroc. Donc nous sommes parfaitement renseignés sur cette traite-là. Or, cette traite-là n'est jamais évoquée par les décoloniaux. Il n'y a qu'une traite qui soit dénoncée, qui soit criminalisée, la traite pratiquée par les Européens. Un autre apport de l'historiographie, et là nous sommes redevables aux historiens britanniques qui ont publié dans le Oxford History une suite tout à fait considérable de publications, nous savons aujourd'hui que le commerce des esclaves était un commerce qui était très minoritaire au sein du commerce colonial européen. Le commerce colonial européen représentait à peu près 95% du volume, alors que le commerce des esclaves représentait moins de 5% et parfois même moins de 1%. Autant le commerce colonial était un commerce rentable, autant celui des esclaves était sujet à de grands hasards. En effet, les études ont été faites, nous sommes parfaitement documentés, sur les bénéfices qui ont été réalisés par les esclavagistes. Disons que
Sur les expéditions maritimes, l'on peut dire que 50% étaient à perte. 30% étaient des expéditions qui permettaient de rentrer dans les frais, et le reste étaient des expéditions bénéficiaires. Alors vous allez me dire, quel était l'intérêt des esclavagistes de lancer des expéditions qui rapportaient peu, alors que des placements de bons pères de famille auraient rapporté davantage? Tout simplement, dans l'idée que nous connaissons aujourd'hui comme les coups de bourse, parce qu'une fois sur 4 ou une fois sur 5, les esclavagistes faisaient des profits qui étaient supérieurs à 15%. Et ils tentaient cela, mais c'était des coups qui étaient assez rares. Deuxième élément qui expliquait ces expéditions, c'est que même quand ces expéditions ne rapportaient pas beaucoup, elles rapportaient immédiatement. Parce que le capital qui était placé à long terme rapportait sur le long terme. Tandis qu'une expédition esclavagiste, en moins d'1 an, rapportait, même si elle ne rapportait que 2 ou 3%, elle rapportait tout de suite. Donc c'est un autre phénomène qui est important et qu'il importe de mettre en évidence. Bien que les arabo-musulmans aient pratiqué un esclavage et une traite de grande importance au sud du Sahara, vous me posez la question de savoir pourquoi il y a peu de population noire parmi le monde du Moyen-Orient et le monde de l'Arabie. Tout simplement parce que la grande différence entre la traite occidentale à destination des Amériques et les traites arabo-musulmanes tenait au fait que les Européens cherchaient des hommes pour travailler sur les plantations, tandis que l'essentiel de la traite arabo-musulmane était une traite qui portait sur les jeunes enfants, essentiellement les jeunes garçons, pour en faire des eunuques. Et nous avons des chiffres qui sont absolument terribles concernant cette pratique, car 95% de ceux qui subissaient cette épouvantable opération mouraient. Donc ce problème a très bien été étudié par les historiens, et l'on peut dire que d'un côté, la traite européenne portait sur des jeunes adultes ou des adultes, alors que les traites arabo-musulmanes portaient essentiellement sur des jeunes enfants et des jeunes filles. Un autre élément qui n'est pas du tout abordé par ceux qui s'automatisent les décoloniaux, c'est la question de l'abolition. Parce que l'esclavage, disons-le clairement, a été pratiqué par toutes les sociétés de par le monde. Or, les seules sociétés qui aient aboli l'esclavage sont les sociétés occidentales. L'abolition est une notion totalement occidentale. Certes, les Européens et les Américains du Nord pratiquèrent la traite à destination de l'Afrique, depuis l'Afrique vers les Amériques, mais ce furent eux également qui procédèrent à l'abolition. Et l'abolition ne fut pas suivie dans les autres parties du monde. Dans les zones esclavagistes de l'extrême-orient asiatique, l'abolition n'a pas été mise en pratique. Dans le monde arabo-musulman non plus. Il va falloir la colonisation pour que cette abolition soit imposée par les forces coloniales, par la conquête coloniale, à ces sociétés qui continuaient à pratiquer l'esclavage. Sans la conquête coloniale, l'Afrique aurait continué à être dépeuplée par les razzias esclavagistes qui, au moment où commence la conquête coloniale, à l'extrême fin du XIXe siècle, ravagent toute la région sahélienne. Les grands empires esclavagistes ravagent la région sahélienne. Toutes les populations sont mises en esclavage, sont razziées depuis l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Et l'autre grande zone de chasse à l'esclave pratiquée par les arabo-musulmans et plus spécifiquement par les Zanzibarites, à partir de Zanzibar, c'est toute la région du bassin de l'Afrique orientale et du bassin du Congo, à telle enseigne qu'il va falloir lancer des expéditions armées qui vont être lancées par des groupes philanthropiques qui vont précéder la colonisation. Et dans de nombreuses zones, ce sont ces groupes philanthropiques qui luttent pour l'abolition, qui vont demander
aux nations européennes de venir les aider par la conquête coloniale afin de lutter contre l'esclavagisme. Et de cela, les décoloniaux ne parlent jamais.